Merci Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller fédéral, chers collègues. La Commission des finances s'est réunie le 14 et 15 novembre dernier pour traiter le budget 2023 sur la base des rapports et du travail aussi qui a été effectué dans le cadre des sous-commissions. Et ce travail, il se fait par département, par unité administrative et il permet ensuite d'avoir une vision d'ensemble sans négliger aucun détail évidemment. Alors, je voudrais commencer par remercier chacune et chacun de mes collègues qui ont travaillé autant dans les sous-commissions que dans la séance de la commission plénière pour traiter ce budget avec sérieux et puis dans une ambiance constructive aussi malgré une situation financière de plus en plus fragile, il faut le dire, et qui laisse de moins en moins de marge de manœuvre. Alors merci à vous. Un merci aussi aux secrétaires des sous-commissions qui nous ont accompagnés tout au long de ce processus. Un merci particulier au secrétaire de la Commission des finances, M. Leutert, qui a été fortement impliqué dans un processus qui était loin d'être simple, avec un budget 2023, un supplément au budget 2022, des annonces tardives et bien sûr des propositions individuelles. Ça a été un programme chargé. Alors peut-être par rapport au traitement d'abord. Contrairement aux autres années, on a pris la décision avec la Commission des finances de démarrer le traitement lors de notre séminaire de juillet qui a eu lieu en terre fribourgeoise. Et il s'agissait ici de traiter une première fois le budget 2023 assorti du plan intégré des tâches et des finances suite à l'adoption matérielle par le Conseil fédéral fin juin 2022. Avant ce changement qu'on a décidé, les commissions des finances, elles démarraient le traitement lorsque le message était publié par le Conseil fédéral. Mais cette nouvelle pratique, elle doit permettre en fait d'entrer rapidement dans le sujet et puis de traiter évidemment les généralités avant de se consacrer aux différentes unités administratives. La deuxième phase du débat, ça a été le débat général en commission plénière sur le budget à la fin août 2022. Et puis le débat général, une fois qu'il a été fait, eh bien, les sous-commissions ont été chargées d'analyser les budgets des départements qui leur avaient été confiés. Ça s'est fait durant le mois d'octobre, avant de passer à la seconde séance plénière de la Commission des finances, qui a eu lieu il y a moins d'un mois, donc les 14 et 15 novembre, et qui était consacrée au traitement spécifique du budget 2023. Alors, on ne peut pas dire que la tâche, elle était simple, puisque la marge de manœuvre, elle est de moins en moins grande et elle impacte, bien sûr, le traitement de ce budget, quand bien même il a été annoncé par le Conseil fédéral que le frein à l'endettement était encore cette année respecté. C'est à partir donc du budget 2024 qu'il ne le sera plus. Si rien n'est entrepris d'ici là pour assainir la situation. Et ces perspectives budgétaires, elles ont bien sûr été au cœur de la discussion. Et le Conseil fédéral a d'ailleurs publié le 19 octobre 2022 un rapport complémentaire au budget. C'est un rapport dans lequel on retrouve l'origine des déficits annoncés, puis c'est un rapport qui indique aussi quels autres déficits sont susceptibles de s'y ajouter, que ce soit en raison d'augmentation de dépenses ou de diminution des recettes. Alors parlons quand même un instant du contexte général. À la fin 2022, un déficit extraordinaire de financement de 4,1 milliards est prévu, principalement en raison des dépenses pour faire face à la pandémie du coronavirus, tout comme à la guerre en Ukraine. Pour donner un ordre de grandeur, le compte d'amortissement de la Confédération, qui englobe donc les recettes et les dépenses extraordinaires, est passé depuis 2010 à un solde positif de 4,3 milliards fin 2019, à un solde négatif de 9,8 milliards fin 2020 et ça continue puisqu'on avait 20,3 milliards fin 2021 et c'est prévu un solde négatif de 23,4 milliards à la fin 2022. Donc le rapport complémentaire du Conseil fédéral dont je viens de vous parler, qui date du 19 octobre, relève bien l'ampleur du défi, non pas pour l'année 2023 principalement, mais pour les prochaines années. Et j'en fais aussi un bref résumé parce que même si on parle de 2023, on ne peut pas non plus ignorer la suite. Alors selon ce premier rapport et les premières analyses, le déficit structurel sera de 1,1 milliard en 2024, puis 3 milliards en 2025, puis 3,1 milliards en 2026. Ces déficits, ils ont augmenté par rapport aux chiffres communiqués en juin. Ils sont passés de 1,3 milliard à désormais 3 et 3,1 milliards. Et comme vous, on s'est posé la question en commission des finances d'où venait cette augmentation. Et on a compris en fait que le compte projet à l'initiative sur l'allègement des primes a été nouvellement intégré dans le plan financier, ce qui explique en fait la dégradation du résultat.
Pour les années 2024 à 2026, on retrouve parmi les augmentations les dépenses liées à l'armée, celles liées au compte projet à l'initiative Glacier, celles encore liées au compte projet à l'initiative d'allègement des primes, sans oublier évidemment les autres, la hausse des déductions fiscales pour les primes maladie, l'augmentation du fonds d'infrastructure ferroviaire, les mesures transitoires et mesures complémentaires, la migration en provenance d'Ukraine, etc. Et à cela s'ajoute également la liste des dépenses à venir non encore budgétisées, donc celles qui sont maintenant en traitement sous la coupole. Et on peut notamment mentionner ici la loi CO2, l'accueil extrafamilial, Horizon, la migration, la participation complète à Erasmus+, etc. Donc, dans la situation actuelle, le rapport fourni par le Conseil fédéral est un bon résumé et il vient confirmer que le frein à l'endettement ne sera plus respecté dès 2024 et que des mesures seront donc nécessaires. C'est une chose que le Conseil fédéral a déjà prévue. Il a prévu de le faire déjà depuis le début de l'année 2023 en adoptant des mesures de correction, comme il nous a annoncé. Et c'est des mesures, bien sûr, qui peuvent encore être influencées par nos décisions, que ce soit sur le présent budget, mais aussi sur nos décisions dans le cadre des modifications de lois et des nouvelles lois qui arrivent. Dans ce contexte très particulier et avec cette intention d'être aussi constructive que possible, la Commission des finances a demandé à être consultée avant toute communication du Conseil fédéral par rapport aux mesures de correction. Le planning est bien sûr serré, donc on verra comment cela est possible, mais dans tous les cas, la Commission va déjà réserver une séance en janvier, voire 2, pour déjà tracer les grandes lignes et les principes qui devraient être pris en compte au moment de décider des mesures de correction. On a bien sûr déjà discuté de cela au sein de la Commission, on a brièvement parlé, on a émis certains souhaits, notamment cette volonté d'avoir une vision générale, d'avoir une vision globale, de ne pas affaiblir de manière disproportionnée l'un ou l'autre des grands domaines de dépenses, et puis de viser d'abord les diminutions de dépenses plutôt que des augmentations de taxes au vu de la pression qu'il y a aujourd'hui déjà sur la population et sur l'économie. Cela dit, une fois les grandes lignes établies, il s'agira aussi d'analyser les mesures dans le détail et la Commission est bien sûr prête à le faire. À ce propos, il faut noter que cette situation n'est pas totalement nouvelle pour la Confédération. Certains s'en souviennent mieux que moi ici, mais le Conseil fédéral avait déjà dû présenter au Parlement en 2003 des mesures pour corriger des déficits structurels qui auraient pu atteindre 6 milliards de francs en 2006. Ça ne veut donc bien sûr pas dire que la tâche est plus simple, mais ça démontre que relever le défi est possible, même si ça ne sera évidemment pas sans effort. Parce que très concrètement, le Conseil fédéral a déjà informé que le financement de nombreux projets n'est pas encore garanti et que la situation budgétaire exige une compensation des dépenses engendrées par ces projets. Alors on doit bien l'admettre, la tâche elle n'est pas simple, ni pour le Conseil fédéral, ni pour nous, parlementaires, notamment parce que la réalité pour la population est à prendre en compte et on ne peut pas imaginer à court terme une augmentation des impôts ou de la TVA, par exemple. Puis il y a une préoccupation, et cette préoccupation semble aussi être partagée par le Conseil fédéral. Il faut aussi noter ici qu'un accroissement de la dette n'est pas envisageable pour réduire ce déficit, puisque le frein à l'endettement ne nous le permet pas. Ce que tout cela signifie, c'est que notre responsabilité, elle est grande, la mission, elle est loin d'être évidente, toutes les dépenses supplémentaires doivent être compensées et si l'exercice va être périlleux, on doit surtout le rendre possible tout en veillant au maintien de la qualité de vie, de l'attractivité tant pour la population que pour l'économie dans notre pays et en n'oubliant pas qu'un tiers des recettes provient de la TVA et que le solde est en grande partie assumé par les recettes des impôts. Ces quelques éléments expliquent aussi bien cette recommandation de notre commission de ne pas penser en premier lieu à augmenter les recettes puisque ça pourrait réduire notre attractivité et donc indirectement réduire aussi les recettes à terme. Je continue et on vient maintenant au budget 2023 directement. Et pour commencer, je vous fais un exposé général. Alors, selon le communiqué du Conseil fédéral, ce budget respecte encore les exigences du frein à l'endettement, mais uniquement, et il faut le noter, uniquement parce que les coûts de 1,7 milliard de francs qui sont liés à l'accueil des personnes qui ont fui l'Ukraine sont comptabilisés à titre de dépenses extraordinaires. Et le fait de les comptabiliser à titre de dépenses extraordinaires s'explique par le fait que ce n'était pas prévu ni prévisible. Le budget 2023 qui nous est soumis a été complété de 2 annonces tardives.
Au total, il prévoit des recettes de 79,8 milliards et des dépenses de 80,5 milliards, ce qui laisse donc apparaître un déficit de financement ordinaire de quelques 669 millions de francs. Comme le facteur conjoncturel est supérieur à 1, des dépenses plus élevées que les recettes sont donc autorisées durant une phase conjoncturelle donnée. Et avec cette réalité, le budget présenté remplit les exigences relatives aux freins à l'endettement et il présente même un excédent structurel, soit une marge de manœuvre budgétaire de 209 millions de francs, si on s'en tient à la version initiale du Conseil fédéral. J'ouvre maintenant une parenthèse sur l'évolution des dépenses. Si on fait abstraction des dépenses extraordinaires et des annonces tardives, les dépenses augmentent de 3,4%, soit légèrement plus que le PIB nominal, puisque le PIB nominal augmente de 3,2%, tout comme les recettes ordinaires. Selon le message qui a été publié par le Conseil fédéral, toujours les principaux vecteurs de croissance des dépenses sont la prévoyance sociale, la partie des recettes qui est reversée au canton, ainsi que la sécurité et en particulier l'armée. Au budget 2023, les postes de dépenses qui affichent les hausses les plus marquées en chiffres absolus sont la migration, les contributions de la Confédération aux assurances sociales, l'armée et l'apport au fonds d'infrastructure ferroviaire. La Commission a décidé 3 augmentations concrètes de budget pour un montant de 14,1 millions et je vais y revenir tout de suite. Donc à ce stade, avec ces modifications, avec ces 3 augmentations, la marge de manœuvre qui était initialement fixée à 209 millions, elle passerait à 195 millions. Je vais revenir sur les propositions concernant chaque unité administrative lors de la discussion par détail. Ça permettra d'avoir un échange un petit peu plus dynamique. Mais je résume ici les principaux changements que la Commission propose et surtout les changements qui ont une incidence financière par rapport à la version du Conseil fédéral. Il y en a 3 principaux, je l'ai dit. C'est ces 6,2 millions de francs annuellement qui seraient consacrés à la promotion des ventes de vins suisses. C'est ces 3,9 millions pour la préservation des races indigènes d'animaux de rente et c'est 4 millions de francs pour la protection des troupeaux. Il y a d'autres propositions qui ont été faites et qui ont été soutenues, mais toutes sont sans incidence financière. Il s'agit souvent de conditions ou de précisions quant à l'attribution des montants. Donc j'y reviendrai et j'expliquerai plus en détail lors de la discussion de détail. À ce stade, je tiens encore à préciser qu'en plus de notre séance du mois de novembre, notre commission s'est encore réunie la semaine dernière, le 1er décembre, et le but c'était d'être autant efficace que possible et de passer déjà en revue les propositions retenues par le Conseil national, puisque le Conseil national a siégé la semaine dernière et qu'il a déjà pris certaines décisions. Ça doit permettre évidemment de gagner du temps, on l'espère, dans le cadre du traitement du budget et puis de ne pas créer de divergences de manière inutile. Je résume donc brièvement le travail qui a été fait dans le cadre de cette séance du 1er décembre. Il y avait 10 propositions de modification du budget qui ont été approuvées par le Conseil national. 4 parmi ces 10 propositions correspondaient à ce que votre commission du Conseil des États avait déjà validé. Et puis, il y avait encore 6 propositions qui ont été faites et soutenues par la majorité du Conseil national. Et si je reprends ces 6 propositions, il y en a une qui n'est plus d'actualité, j'y reviendrai. Il y en a une qui correspond à une augmentation réelle du budget, mais qui n'a pas été suivie. Et les 4 autres n'ont pas d'incidence financière, mais sont des précisions. Elles concernent la protection des enfants, l'agriculture, la protection de la population et la recherche. Cette séance supplémentaire du 1er décembre, elle avait d'abord pour but de nous pencher sur le budget 2023 destiné à l'acquisition des vaccins Covid, puisque suite à la présentation du budget 2023 ainsi que dans le cadre du traitement du supplément 1B au budget 2022, un rapport avait été demandé concernant l'acquisition des vaccins, notamment sur le nombre qui avait été commandé. Il y a des questions qui avaient été posées quant au nombre de doses qu'il avait été prévu d'acquérir en 2023 et on avait été informé au travers d'un rapport que le nombre de doses s'élevait à 7 millions pour 3,5 millions de personnes considérées comme vulnérables. Ça faisait un montant de 164 millions. La Commission, elle avait ensuite jugé qu'il lui manquait certaines informations souhaitables pour prendre cette décision. Elle a proposé de créer une divergence pour s'assurer de pouvoir poursuivre la discussion
aux besoins. Et c'est ce qu'on a fait le 1er décembre dernier, lorsque toutes les informations nous sont parvenues. C'est une discussion qui a abouti à la levée de cette divergence, puisque les informations souhaitées ont été livrées. Elles nous ont permis de comprendre comment était déterminé le nombre de doses commandées. La Commission propose donc d'en rester à la proposition du Conseil fédéral et ne propose aucun changement. Finalement, au vote sur l'ensemble, tous les arrêtés fédéraux liés au budget ont été approuvés à l'unanimité des membres de la Commission. Ce vote à l'unanimité ne signifie évidemment pas que la Commission se veut rassurante quant à l'état des finances fédérales, mais elle confirme que les dépenses prévues sont nécessaires et au terme de la discussion sur le budget et sur le plan intégré des tâches et des finances, la Commission a tenu à être proactive par rapport aux exercices futurs et en particulier suite au rapport qui a été livré par le Conseil fédéral. Ce rapport indique notamment que d'importantes mesures de correction vont être réfléchies et sont requises tout au long des années 2024 à 2026. Et la Commission estime qu'il n'est pas pertinent, en l'absence d'une vue globale, de proposer déjà des coupes dans le plan financier. Donc pour la Commission des finances du Conseil des États, les mesures de correction budgétaire doivent être assorties d'une vue d'ensemble qui présente également les tâches et les dépenses liées et existantes. Et comme le chef du DFF a informé la Commission du fait que le Conseil fédéral dresserait un état des lieux de la situation budgétaire au début 2023, la Commission a décidé d'adresser déjà des recommandations au Conseil fédéral, lui rappelant que le temps presse, bien sûr, et que les mesures doivent déjà entrer en vigueur dans le cadre du budget 2024. C'est donc demain pour nous. Je fais quand même un certain retour sur ces recommandations puisqu'elles sont importantes et on va encore en parler. La Commission, elle recommande au Conseil fédéral de définir la suite de la procédure en tenant compte notamment des éléments suivants. D'abord, d'avoir une évaluation globale et la définition de mesures prioritaires. Aussi, les mesures d'assainissement doivent en premier lieu porter sur les dépenses et en second lieu sur les recettes. On a aussi insisté sur le fait que le caractère lié ou non des dépenses ne doit pas jouer un rôle majeur dans le choix des mesures d'assainissement. Et un élément particulier à prendre en compte vis-à-vis des cantons également. En cas de mesures de réduction dans le domaine des transferts, il convient de prendre contact avec les cantons et avec les autres acteurs concernés dans le meilleur délai à ce sujet pour qu'ils puissent aussi anticiper ces réductions. Et puis en dernier recours, des coupes transversales, proportionnelles concernant tous les départements doivent être envisagées, mais ça c'est vraiment en dernier recours. Donc la suite au prochain épisode, ou plutôt au premier trimestre 2023, lorsque la Commission des finances va approfondir la question des perspectives budgétaires. D'ici là, les décisions importantes ayant des conséquences budgétaires auront été prises lors de cette présente session, de sorte qu'on pourra y voir aussi plus clair quant à l'évolution financière des prochaines années. Madame la Présidente, j'ai terminé pour ce rapport. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et puis j'interviendrai sporadiquement pour chaque point et vous indiquerai les compléments nécessaires. Merci à vous. Merci Madame Kappani.